Là, c'est quand tu veux, tu peux y aller. Bonjour alors, donc Julien Marclan, voilà, et là, vous voyez, la dernière fois que je suis venu à la Factory, j'étais en train de travailler sur un recueil de traduction de Barbara Guest qui s'appelait The Red Gaze, mais je travaillais aussi sur, j'avais lu un poème qui était d'un recueil en cours qui était inédit, qui s'appelait Sedge, voilà. Sedge qui signifie une sorte de charme au sens celtique du terme, à peu près, hein, c'est une sorte de mot comme ça que, voilà, un peu énigmatique, et qui a été publié donc cette année, finalement, en 2022, par les éditions Les Lieux-Dits, Germain Ross, dans la collection Les Parallèles Croisés, qui est une très belle maison d'édition qui fait un beau boulot, qui est basée à Strasbourg. Voilà, et donc dans Sedge, j'explore donc. À la fois c'est un ouvrage de confinement, il faut dire ce qui est. C'est vraiment un ouvrage qui a été essentiellement écrit. Alors il y a des textes plus anciens, mais en gros ça a été écrit dans le Loiret. Pendant le confinement, j'ai eu de la chance de passer 2 mois et demi dans une maison de campagne dans le Loiret. On a été avec ma famille là-bas et on a pu passer donc 2 mois et demi tranquille. En pleine nature. Voilà, c'est donc, et donc résultat, les motifs. Voilà, j'écrivais souvent le matin, entre 5h du matin et 11h, je dirais. Et donc les motifs qui sont présents, très présents dans Sedge, sont souvent des motifs de l'aube, qui ont attrait à la lumière de l'aube, qui ont trait à... et c'est quelque chose qui est assez récurrent dans mon travail. J'avais écrit un autre bouquin qui est inédit, lui, qui s'appelle Galets, flots, sanglots, sable et amer, qui est un journal poétique avec 11 tentatives d'épuisement de l'aube, justement, en Grèce cette fois-ci. Donc c'est autre chose, mais là c'est dans le Loiret, donc c'est une nature un peu plus française, traditionnelle, classique, etc. Et j'ai été évidemment fasciné, je ne suis pas le premier, par le tissage qu'opèrent les oiseaux, hein, donc, qui sont à la fois visibles, invisibles, se cachent, apparaissent, disparaissent, etc. Et tous ces mouvements d'apparition-disparition et de tissage finalement de l'espace. Voilà. Et ce tissage de l'espace, voilà, est remarquable dans un sens, comme il se combine aussi avec une certaine façon le tissage de la lumière ou de la végétation, etc. Et donc c'est un peu ça qui est mon objet, hein, qui est mon objet dans Sedge, le charme de ça. Voilà, et donc et dans Sedge, donc, je continue un travail que j'ai fait déjà avec un éditeur de Rouen, qui est Christophe Chaument, qui avait publié un livre qui s'appelle Beau présent doré, et qui était un livre vraiment dans la droite ligne de mon attachement aux contraintes péréquiennes, oulipiennes, etc., en particulier sur les lipogrammes, hein, en particulier sur la contrainte du beau présent et de la belle absente, donc beau présent qui consiste à écrire un poème uniquement avec les lettres du titre, donc une sorte d'alphabet restreint, une langue anagrammatique, voilà, et l'hypogrammatique, donc de l'hypo enlevé en grec, un gramme des lettres, hein, une sorte de liposuction de l'alphabet, et ce qui permet de créer de la musique de noms, voilà, tout d'un coup voilà, en réduisant évidemment l'alphabet à une dizaine de lettres alors qu'elle en a 26, etc. Et donc avec Christophe Chaumont, on avait fait Beau présent doré, et là il m'avait poussé à vraiment tout expliquer, donc la démarche de travail, etc., qui a maintenant une vingtaine d'années, mine de rien, et qui, à travers les contraintes donc péréquiennes, beau présent, belle absente. Belle absente, c'est une très belle contrainte aussi, qui consiste à écrire un poème dont chaque vers comporte toutes les lettres de l'alphabet, moins une, ce qui fait que c'est le nom caché qui structure le poème, qui se lit en vertical par l'absence de chaque lettre, en fait. Et qui donc voilà, va structurer le poème. Et ça, donc, on peut avoir tout d'un coup, s'il n'y a pas de V dans le premier, pas de E dans le deuxième, tout ça, on peut avoir Véronique comme ça qui structure le poème par son absence. Voilà. Mais ces contraintes-là, c'est-à-dire évidemment, c'est pas des contraintes pour moi qui ont une vocation, qui peuvent être ludiques bien entendu, et qui sont explicables, je veux dire, qui répondent, qui impliquent un travail organique, mais qui ont une beauté esthétique. Et c'est ça qui m'importe, parce que je ne suis pas un adepte non plus du jeu pour le jeu, même si je l'ai pu le faire par moments, hein, évidemment, et en fréquentant les Oulipiens notamment, Jacques Roubaud, Olivier Salon et d'autres. Et donc mais donc pas le jeu pour le jeu, mais
le jeu pour traiter un sujet, pour se donner des règles, pour trouver une forme des choses et surtout donner du style à son caractère, donner une forme à son expression, parce que je considère que j'ai pas grand chose à dire. Non mais c'est vrai que je me considère pas comme quelqu'un qui a des choses à dire sur la politique, sur n'importe quoi. Voilà, je veux dire, j'en pense plein de choses, mais disons que je n'ai pas un discours préétabli sur les choses. Par contre, je considère la poésie comme une sorte d'outil optique qui permet aussi, au même titre que la philosophie, mais d'une façon aussi différente, d'une façon plus organique, je dirais, plastique, de saisir le réel, hein, et de structurer nos êtres, d'une certaine façon. Donc, en tout cas, un temps. Et donc voilà, et donc dans Sedge, pardonnez-moi cette parenthèse, mais dans Sedge, c'est la continuité du travail que j'ai fait sur Beau Présent Doré. Donc les lipogrammes sont beaucoup moins présents, etc. Mais par contre, moi je viens d'une famille de compositeurs de musique aussi, donc avec un père compositeur de musique contemporaine notamment, qui m'a amené un peu partout dans ce monde-là. Et donc j'ai rencontré aussi plein de compositeurs, etc., avec lesquels j'ai travaillé, collaboré. J'ai des poèmes qui ont été mis en musique par des récitants, des projets aussi d'opéra à l'envers, etc. Et donc en fait, ils m'ont initié aussi à leur méthode de composition. Et donc à avoir des contraintes encore plus poussées. Et c'est vrai que quand on regarde par exemple, je sais pas, mais si vous regardez les leçons de Stockhausen par exemple sur internet, vous verrez que la dureté entre guillemets des contraintes est incroyable, quoi. Incroyable, mais évidemment elle s'applique à la musique qui est un matériau plastique qui peut être découpable, qui est beaucoup plus, et c'est vrai qu'en musique, une seconde, parfois, c'est lent. C'est pas lent, mais c'est qu'une seconde, c'est pas mal de temps, en fait. Il peut se passer pas mal de choses, alors que, une syllabe ou une lettre en poésie, ça passe vite. Mais, bref, il y a des contraintes je suis en train de faire évoluer aussi mon travail vers quelque chose où j'explique un peu moins, et c'est dans ce j'ai enlevé les échafaudages, j'ai moins expliqué, et c'était très bien que je le fasse une fois, mais maintenant j'explique moins, pour laisser juste le poème tenir, essayer de voir comment il tient tout seul, s'il tient, et puis voilà. Et donc ce tissage aussi des oiseaux dont je parlais, je trouvais que les mathématiques me permettaient aussi de faire apparaître sur le poème, sur la page, aussi d'une façon qui permette aussi de voir aussi cette structure polyphonique. Voilà. Sur la page. Alors par exemple, je vous donne un exemple. Sur Sedge, on a sur un texte qui s'appelle Heptaméron. Heptaméron, donc c'est, je ne me rappelle plus qui a écrit cet Heptaméron, mais c'est une femme du 18e, j'ai oublié son nom, et qui, dans la lignée du Décaméron, etc., a écrit un truc qui s'appelle Heptaméron, donc Hepta qui est 7 en grec, Méron les jours. Donc le Heptaméron, c'est un texte qui est vraiment sur la présence, comme ça, de ce Jourdain, donc, mais qui est sur 7, autour du 7 jours, 7 parties, voilà, et donc je ne sais pas si tu veux le voir, mais... Ouais, je fais ça.